à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct et sur votre télévision à Grande Vision Héritage bien sûr avec des thématiques intéressantes sur la table. Nous allons revenir sur les procès Joseph Kabila et la grande question, est-ce que ces procès remettent-ils en question les acquis de l'alternance obtenue en 2018 ou carrément les acquis ou l'héritage politique de Joseph Kabila. Et puis dans l'autre camp, nous allons parler justement de l'Afrique. Comme vous le savez, plusieurs panafricanistes, à l'occurrence Kemi Seba ou encore Nathalie Yamb, qui argumentent à longueur des journées sur le fait que la démocratie ne serait pas justement africaine, ne serait pas faite justement pour l'Afrique, que ça serait un cadeau venu par de l'impérialisme. Quelle analyse on peut faire de ces arguments, surtout sachant que ce qui se passe du côté du Cameroun avec Paul Biya qui continue à se représenter, ou carrément aussi du côté du Congo-Brazza, en Guinée équatoriale aussi, il y a beaucoup de présidents qui sont là il y a des décennies. Ce sera donc des questions qui seront développées au cours de ces numéros d'ici direct. Mesdames et messieurs, vous avez le programme, nous avons les micros. Bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Jean-Claude Kapeta Kayati, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup une fois de plus de m'avoir reçu sur votre prestigieux plateau. Et je salue aussi tous les fidèles téléspectateurs de la radio Héritage. Alors, vous êtes cadre du MLC, c'est ça? Évidemment, Mouvement de libération du Congo, parti cher à son excellence Jean-Pierre Bemba Gombo. Ministre des Transports. Évidemment, vice-premier ministre, ministre des Transports. Voilà. Ça se passe bien? Oui, très très bien. Dans l'Union sacrée, par moment, il y a des secousses, des mouvements. Il est imperturbable. Dire qu'il est imperturbable, ça c'est trop fort. Hein. Oui. Donc on peut le perturber aussi. Évidemment. Parce qu'il dégage souvent un charisme, on se dit, ouais, lui là, on ne le bouge pas. Lui, il est disponible pour servir la République. Oui. Il est là pour servir la République, servir le peuple congolais. Et donc, partout où le chef voudra lui envoyer, il est prêt à rendre service à la nation. Et vous pensez que depuis qu'il est au transport, ça se passe bien? Évidemment, il y a des réformes qu'il a initiées, il y a beaucoup d'actions qu'il est en train de mener qui vont dans le sens, n'est-ce pas, de redresser ce secteur-là. Ce secteur, bien. Évidemment, vous savez qu'il a procédé à la fermeture de plus de 230 ports illégaux. Ouais. C'est toute l'étendue de la République. Il est en train de relancer la voie ferrée urbaine de la ville de Kinshasa. En fait, il y a beaucoup de programmes. Là, quand on parle de Kinshasa, avec la pluie, c'est très compliqué. Hein. Souvent, on a les images, c'est pas plaisant. Tout à fait, tout à fait. Il y a des complications dues surtout à l'étroitesse des voies publiques, parce que celui qui avait urbanisé la ville de Kinshasa, même toutes nos villes en fait, même la ville de Lubumbashi, vous voyez, les avenues sont trop serrées. Sur les Belges, à ce moment-là, il n'y avait pas en fait la densité. Ils ne pensaient pas qu'au fur et à mesure, il y aurait une population aussi très dense, aussi il y aurait vraiment beaucoup d'automobiles. Donc pour eux, ils pensaient qu'il n'y avait que eux, alors il fallait faire à leur manière, à leur niveau. Oui. Alors aujourd'hui, voilà ce que nous vivons. Donc il faut bien faire. Alors, procès Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, est-ce que ce procès va-t-il remettre en cause les acquis de l'alternance 2018? Joseph Kabila, l'un des acteurs principaux, sinon majeurs, de l'alternance en 2018, est aujourd'hui jugé pour des faits graves par les pouvoirs en place. Ce procès va-t-il remettre en cause son héritage politique? On va d'abord comprendre d'une manière générale ce que vous comprenez, vous. Là, on a vraiment un œil politique, pas sur le plan juridique. Vous comprenez, vous, qu'un ancien président plutôt, soit traduit en justice? En fait, cela n'est pas sorcier. Ouais. C'est normal et c'est ordinaire. C'est pas extraordinaire. C'est ordinaire. Évidemment, c'est ordinaire. Dans un contexte congolais, c'est ordinaire. C'est ordinaire. Mais c'est quand même une première. Dans le contexte de la gestion de l'État. Ah, okay. Dans le contexte de la gestion de la chose publique, ouais. C'est ordinaire. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Okay. Que ce soit le président de la République en fonction, que ce soit le président de la République antérieur ou précédent.
Alors, c'est pour dire que ce procès, ça n'a rien à voir des procès de la chasse aux sorcières, de ce que les gens qualifient, c'est de l'opposition pense que c'est de l'acharnement politique, mais plutôt c'est un procès parce qu'il y a un motif, il y a une cause que le ministère public voudrait vraiment, n'est-ce pas, sanctionner. Oui. Voilà. Et 2018, c'était quand même une année historique dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo avec cette alternance. Félix Tshisekedi qui accède au pouvoir, Joseph Kabila qui quitte le pouvoir. Est-ce qu'avec ces procès-là, l'image de l'homme pacificateur va-t-elle disparaître dans les chefs de Joseph Kabila? D'abord, il faut dire que le procès Kabila apparaît comme une volonté de rompre avec l'impunité des anciens régimes et la consolidation, n'est-ce pas, d'un véritable état de droit. Okay. Alors, Kabila, c'est un ancien président de la République. Et vous savez, quand on est aux affaires, on est dirigeant. Et quand on a quitté les affaires, on devient dirigé. Ouais. Et il n'y a plus encore de quoi craindre, de quoi se poser des questions. Alors, vous avez demandé par rapport aux acquis de 2018. Ouais, c'est ça, ouais. Vous savez que l'alternance qui est beaucoup citée, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en pneumatique du Congo, cette alternance a été acquise à coup des efforts majeurs du peuple congolais en général, et aussi de toutes les forces politiques. Et d'ailleurs, vous savez que nous, MLC, Mouvement de libération du Congo, à cette époque, notre leader maximum étant injustement incarcéré à La Haye, nous, en 2016, nous avons érigé une dynamique autour de notre secrétaire général, Madame Eve Bazaiba Massoudi, la dynamique pour le respect de la Constitution. C'était pour que les élections se passent dans le délai. Pour que cette alternance... Vous dites que les MLC aussi avaient combattu. Vous étiez à côté de la... Parce qu'à ce moment-là, il y a aussi l'église catholique. Vous étiez seul avec beaucoup de combats ou quoi? À ce moment-là? J'ai bien dit toutes les forces politiques, forces sociales et politiques. D'accord. Et donc, nous, MLC, nous nous sommes battus aussi aux côtés de tout le monde, comme étant des patriotes congolais. Alors, on voulait à ce que l'alternance se fasse dans le délai constitutionnel. Ouais. Pourquoi j'ai dit que c'est une alternance acquise à coup des efforts? C'est parce que c'est extra-constitutionnel. Celui qui était au pouvoir ne voulait pas vraiment organiser les élections. Il s'est permis, n'est-ce pas, 2 ans de plus anticonstitutionnel. C'est-à-dire il avait pris la Constitution et la mettre de côté. Et pour s'offrir, donc on ignore la Constitution, on emprunte une autre voie pour s'offrir 2 ans de plus alors que la Constitution ne prévoit pas ça. Quand on gère une république, on doit s'atteler sur les principes, les règlements et les lois qui régissent la société. Ouais. Ça, il n'avait pas observé. Et donc, moi, je dirais que ce n'est pas lui, l'artisan de l'alternance, mais plutôt c'est le peuple congolais parce qu'il y avait une pression forte du peuple congolais pour qu'il libère le pouvoir. De toute façon, vous n'allez pas changer l'image. L'image, elle est là, elle est figée. C'est Joseph Kabila qui laisse le flambeau, qui passe le flambeau à M. Félix Tshisekedi. C'est l'image de l'alternance qu'on a retenue, que le monde a retenue, que l'Afrique a retenue. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez quand même la remettre en cause. Tout à fait. Ouais. C'est ce geste-là. Voilà. Ce geste-là, c'est frappant à l'œil. Mais dans le fond, il faut comprendre qu'avant d'arriver, de parvenir à ce geste-là, il y a eu beaucoup d'efforts à fournir. Okay. Alors, nous avons salué ce geste parce qu'il n'y a pas eu vraiment de ce que nous avons vécu dans le passé. Parce qu'en fait, lutter pour les élections, c'est une chose. Et arriver à gagner ces élections, c'en est une autre. Tout à fait. Quand l'opposition gagne et que l'opposition est aujourd'hui au pouvoir, il ne faut quand même pas ignorer ce qui a été fait comme effort par celui qui était au pouvoir en ce moment-là. Évidemment, nous avons salué cette alternance. Maintenant, nous voudrions que ça marche aussi comme ça. Parce que lorsque une autre personne accède à la tête du pays, ça s'appelle le changement politique. Parce qu'il va apporter aussi ses méthodes, ses idées, sa philosophie de gestion, n'est-ce pas? Et ce qui va faire en sorte que la société évolue, la société change. Mais nous avons constaté que cette alternance n'était pas vraiment... Total, évidemment. Ça veut dire que Kabila a lâché le pouvoir, mais il gardait la même mise sur le pouvoir. Et vous avez vu avec la majorité qu'il gardait, et cette majorité qui a entraîné des problèmes dans la gestion du pays, et ce qui a conduit au chef de l'État de prendre une décision de rompre avec la coalition FCC-Cash. Et donc, je voudrais dire là que l'alternance, elle reste parce qu'elle est constitutionnelle. Et je pense que toutes les institutions du pays tiennent au respect de la Constitution. Et dire que
ça va saper l'héritage de 2018. Je ne vois pas jusque-là parce qu'on n'a pas encore touché à ce qui concerne l'héritage de 2018 et jusque le président reste dans ses obligations officielles et constitutionnelles. La gestion jusqu'ici de Félix Tshisekedi repose sur le fait qu'on déboulonne l'ancien système. On a l'impression que voilà, c'est comme si on refait la République à nouveau. Vous n'avez pas cette impression, vous? Vous remettez en cause presque tout ce que vous avez trouvé. Non, on ne remet pas en cause tout ce qu'on a trouvé, mais plutôt on enlève les animateurs de mauvaise qualité. Alors là, il faut faire la différence. Parce que si vous dites qu'on remet en cause tout ce qui avait été construit, ça veut dire qu'il y a des institutions qui sont en train d'être supprimées, par exemple. Ah non, on va supprimer l'Assemblée parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est à partir de l'accord de Sun City, à partir du dialogue de 2002 jusqu'en 2003. Et donc, rien n'a été remis en cause, mais plutôt on enlève les gens de mauvaise qualité, les animateurs de mauvaise qualité qui ne veulent pas faire avancer les choses. C'est ce que le président de la République est en train de faire, c'est-à-dire il déboulonne le système qui avait été établi, n'est-ce pas, le système qui menait à la corruption, qui menait à la malversation financière, le système qui menait, n'est-ce pas, à la mauvaise gestion de la chose publique plutôt. Maintenant, pour l'héritage politique de Joseph Kabila, est-ce que ce procès va-t-il un peu balayer l'homme politique Kabila? Sur le plan politique, parce que dès qu'il est condamné sur le plan politique, parce qu'il va être frappé d'incapacité de postuler ou bien de mener une vie politique. Ça, c'est une conséquence. Là, c'est une perspective d'avenir. Mais historiquement, est-ce que la RDC va oublier Kabila, selon vous, avec ce procès? Oublier, mais nous savons qu'il y a eu un certain Kabila qui a géré le pouvoir de 2001 en 2019. Et donc, l'oublier, ça serait vraiment impossible parce que les annales d'histoire retiendront. Parce que tous ceux qui ont pu passer aux institutions du pays, ou bien dans les institutions du pays, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous les savons. Il y a ceux qui sont dans les négatifs. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Il y a des gens qui ne veulent pas s'identifier, par exemple, à un certain Mobutu. Pourquoi? Parce qu'on lui a collé l'image d'un dictateur. Et aujourd'hui, avec ces procès, pas encore même le jugement, ces procès, ne va-t-il pas effacer Kabila dans la sphère politique? C'est ce que je disais, historiquement parlant, l'effacer dans la mémoire collective, ça ne sera pas possible parce que nous savons et nous connaissons. Mais l'effacer sur la scène politique, ça c'est une chose. Oui, l'effacer sur la scène politique, c'est une chose parce que l'infraction d'ailleurs qui lui est reprochée, c'est une infraction grave, de haute trahison. Tout à fait. Et cette infraction vraiment va lui frapper à tel point qu'il sera incapable de mener une vie politique. Et ça, c'est logique et normal sur le plan juridique. Et son camp prétexte que c'est même le but du pouvoir en place de l'effacer. Est-ce que vous pensez que les garanties d'un procès équitable sont démises? Vous savez que je l'ai bien dit ici que ce procès prouve à suffisance que nous tendons vers un véritable état de droit. Tous les procès qui ont eu lieu dans notre pays, on a toujours dit acharnement, on lui en veut parce qu'il veut postuler, parce qu'il s'est porté candidat, alors on veut l'éliminer, on veut le neutraliser. Ça n'a rien à voir. D'abord, nous devons voir le contexte dans lequel nous sommes. Et nous devons comprendre les faits qui lui sont reprochés. Et le procès était juste, ou bien il est juste et équitable jusque-là. Parce que le juge ou bien le tribunal n'a pas empêché la défense de Kabila de se présenter. Mais plutôt, Kabila a choisi de sécher dans les audiences. Ça, ce n'est pas un problème de la République. Ça, ce n'est pas un problème du tribunal ou bien de la haute cour militaire. Avant même les procès, on avait déjà des hauts dignitaires l'inculpant. Il y a les dignitaires qui disaient déjà que Kabila est des mèches avec ça. Mais avec ces paroles, quelqu'un ne peut pas se sentir en sécurité et venir défendre. Non, mais ces hauts dignitaires-là qui les soupçonnaient, c'est parce qu'ils ont constaté et ils ont eu des informations, des renseignements. Parce qu'ils ne sont pas des moindres, ceux qui ont dénoncé ces faits-là. Et lui, se connaissant concerné, mais quand on vous reproche de quelque chose... il n'est pas encore jugé. Non, mais s'il vous plaît, quand on vous reproche de quelque chose et que vous êtes conscient que vous n'y êtes pour rien, pourquoi fuir le pays? Qui a mis pression à Kabila de quitter le pays? Vous, par exemple, monsieur le journaliste, je ne suis pas habilité à vous poser des questions, mais est-ce que vous pouvez avoir une information allant dans le sens des poursuites contre Kabila quand il a quitté le pays, avant que ce procès ne commence? Il n'y avait rien. Ça veut dire qu'il y avait des soupçons,
Rien ne pouvait aussi les maintenir au pays. Il était libre de quitter, comme il avait fait. Non, mais sachant qu'il était concerné. Parce que le fait était non, à grave. ce moment-là où il quitte, il n'y a aucun fait établi. Non, mais il y avait des soupçons. Parce que le chef de l'État l'avait déjà dit. Rappelez-vous, c'était dans l'une des chaînes internationales, étrangères plutôt, et il a dit, haute voix, qu'il est en train de préparer un coup. Et il y a eu, comme vous l'avez insinué, des hauts dignitaires de l'État qui l'ont aussi dénoncé. C'est pas insinué, c'est temps, fait, notamment Jean-Pierre Bemba. Évidemment, mon leader l'a dénoncé parce qu'il est mieux placé pour avoir des informations et des renseignements du pays. Il l'a dénoncé, il l'a dit, et effectivement, tout ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Voilà. Parlons maintenant de l'alternance dans le côté positif. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire on est fier? Est-ce qu'on a vécu en 2018? De 2018 en 2025, le pays a fait quand même un grand pas vers l'avant. Oui, vous savez que c'est le fruit des efforts de plusieurs Congolais et de plusieurs forces politiques congolaises, ou bien forces sociales. Parce qu'il y a certains qui pensent que socialement, on ne sent pas en fait les changements. Oui, socialement, le changement n'est pas encore là. Et c'est parce que, vous savez, le développement, c'est un processus. Oui. Nous devons y aller mollo, mollo. Ce n'est pas à coup de bâton magique que l'on peut directement accéder au développement parfait. C'est impossible, nous devons y aller mollo, mollo. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce que Kabila a laissé comme héritage? Parce que vous avez parlé des acquis. Ouais, on revient justement. Est-ce que c'est seulement l'alternance qui constitue l'acquis de Kabila? Kabila n'a rien laissé comme acquis dans ce pays. Non, on a parlé des institutions à peine. Vous avez dit que les institutions étaient en marche, c'est un acquis. Je suis en train de parler. Non, je voulais juste rebondir. Évidemment. J'y arrive. Parce que 18 ans de règne, il n'a pas su sécuriser les Congolais sur le plan alimentaire. 18 ans de règne, il n'a pas su donner à la République démocratique du Congo des banques congolaises. Parce qu'aujourd'hui, le système financier est contrôlé par des étrangers. Les Kenyans, les Rwandais, vous le savez très bien. Tous les banquiers, toutes les banques que vous voyez, Tembe, machin, ça ne nous appartient pas. Et il n'y a même pas, je ne crois pas, il y a même pas de Congolais qui ont des parts plutôt dans ces banques-là. Et donc, vous voyez que c'est lui qui a géré si longtemps le pays, mais il n'a pas si sécurisé le pays. Donc, le social va avec ce que nous avons trouvé. Et par là aussi, nous, on commence aussi à suivre le chemin que l'autre a tracé. Depuis votre arrivée, il y a quand même une amélioration. Oui, l'amélioration est là parce que le chef de l'État, à son arrivée, il a pensé relancer les projets qui avaient déjà été abandonnés. Les anciens projets de Mosée Laurent Désiré Kabila. Rappelez-vous avec le service national. Aujourd'hui, le service national est en train de produire dans notre pays. Ça, c'est l'œuvre d'un soldat du peuple, Laurent Désiré Kabila, que celui qui l'a succédé n'a pas pu faire. Il a abandonné ce projet-là, il l'a oublié. Et non seulement ça, mais le chef est en train d'avancer. Mollo, je pense que nous y allons vers maintenant les meilleurs. Les meilleurs. Oui. Mais il reste quelques années pour son second et dernier mandat. Évidemment. Vous vous inscrivez dans le cadre systémique et on ne dépend pas de l'homme, on dépend du système. C'est un système qui est en place. L'Union sacrée, c'est un système. Évidemment, c'est un système qui est en place. Félix Tshisekedi part, l'Union sacrée a le pouvoir, restera au pouvoir. Et donc, c'est l'Union sacrée qui va gérer le pouvoir. Après, celui qui viendra, c'est l'Union sacrée qui sera au pouvoir. Parce que nous devons gérer ce pays, nous devons gérer ce pouvoir aussi longtemps possible. Donc, vous pensez que vous allez survivre après le départ de Félix Tshisekedi dans l'Union sacrée? Mais vous savez que c'est ça même le but de toutes les organisations politiques. Justement, voilà, on va prendre la deuxième thématique. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Claude Peta Kayati, qui est donc le cadre du MLC. La seconde thématique, cette fois, on a une vision plus africaine. On va parler un peu de la démocratie à l'africaine, compte tenu des arguments de certains panafricanistes qui estiment que la démocratie ne serait pas faite pour l'Afrique, que la démocratie serait un piège de l'impérialisme, donc des Occidentaux quand ils sont venus coloniser. Quelle analyse on va faire? Déjà, vous suivez aussi quelques argumentations de M. Kamiseba ou Mme Nathalie Yamb qui pensent que
c'est un piège, la démocratie en Afrique. Est-ce que vous avez de cet avis ou si pas, quel serait votre contre-argumentaire? Bon, je serai vraiment très relatif à cette question. Ok. Je vais vraiment dire que la démocratie telle qu'elle est conçue en Occident, multipartisme, élection, mandat limité, serait inadaptée à la réalité africaine, qui est caractérisée par des structures traditionnelles. Vous voyez, des structures traditionnelles, mais aussi des communautés aussi traditionnelles. Okay. Alors, cette démocratie aussi serait vraiment à légitimer l'ingérence, n'est-ce pas, étrangère via les observations électorales, les pressions diplomatiques. Les aides aussi. Hein? Oui, les aides, les financements des États étrangers. Ça, c'est pour contrôler, n'est-ce pas, les États africains. Alors, il faudrait que nous disions que la démocratie aussi, nous devons l'adapter de notre manière en Afrique. Okay. Pourquoi? Parce que l'Afrique, dans la culture africaine, c'est surtout le pouvoir autoritaire, c'est l'autoritarisme qui règne dans la gestion des affaires publiques. Et surtout en se référant à des sociétés telles que les royaumes, les empires, où il y a des successions en succession, il y a des dynasties, alors que la démocratie voudrait que les mandats soient limités et qu'il y ait changement au pouvoir, qu'il y ait alternance au pouvoir. Maintenant, dire que la démocratie est mauvaise en Afrique, là, ça serait encourager la dictature et l'autoritarisme. Maintenant, vous encouragez quoi? Parce que tantôt, vous parlez de la dynastie, vous faites référence au royaume, ça sous-entend qu'il y a un roi qui est là éternellement, et même s'il meurt, c'est son fils qui prend. Maintenant, on fait quoi? En Afrique, on fait quoi? Nous devons adapter la démocratie avec les réalités africaines. Intégrer des valeurs africaines dans la gestion démocratique du pays. Là, je voudrais dire qu'il ne faudrait pas vraiment... Imaginez-vous avec l'Union africaine, par exemple. Une institution qui est régionale. C'est une organisation régionale de l'Afrique. Mais lorsque l'Union africaine organise ses sommets, ses réunions, vous allez voir qu'il y a des participations des États étrangers. Oui, justement. Parce que, peut-être pour ajouter, l'Union africaine est aussi financée par l'Union européenne. Voilà. Tout ça, c'est pour contrôler, pour donner des injonctions aux États africains, aux présidents africains de faire plutôt ce qu'eux veulent que ce que nous voulons. Voilà pourquoi moi, je voudrais que nous puissions adapter la démocratie avec des réalités africaines. Parce que dire que la démocratie est mauvaise en Afrique, c'est encourager aussi l'autoritarisme et la dictature des Africains dans la gestion de la chose publique. Alors, l'adapter, bon, les pays comme le Cameroun, par exemple, qui a un président depuis plus de 40 ans au pouvoir, ça, c'est une démocratie adaptée aux réalités africaines ou bien c'est une démocratie dictatoriale? Voilà, ça, c'est une démocratie dictatoriale. Okay. Mais si vous voyez... Si vous suivez très bien, ces présidents-là sont là parce qu'ils ont des soutiens étrangers. Et ils ont leurs parrains qui les soutiennent, qui les encouragent et qui les protègent dans ce qu'ils font. Et pourtant, dans la démocratie, c'est l'alternance. C'est la participation citoyenne. Vous voyez? C'est la transparence de la gestion de la chose publique. Alors, tout ça, les États africains sont encore en difficulté d'adapter ces réalités-là démocratiques dans la vraie gestion de la chose publique. Mais eux se maintiennent toujours dans la dictature, ils veulent vraiment se pérenniser au pouvoir, ne pas céder la main à l'autre. Quand il arrive à la fin de son mandat, il veut vraiment tripatouiller les règles, les textes pour pouvoir se maintenir. Alors tout ça, vraiment, nous devons les voir. Mais ce qui est à craindre, c'est l'ingérence étrangère dans la démocratie africaine. Aujourd'hui, tel que vous avez cité le président ivoirien, Alassane Ouattara, il a un large soutien de la France. La France, Alors, ce soutien-là lui rassure et lui permet à ceux qui se représentent. Vous allez au Cameroun avec Paul Biya. Il est là, c'est parce que c'est le fidèle de l'Élysée. Et donc, pour lui, personne ne peut lui inquiéter. Sinon, si vous l'inquiétez, vous avez inquiété l'Élysée. Vous avez le Congo-Brazza, la même chose. Denis Sassou Nguesso. Voilà. Maintenant, il y a aussi un autre vent, par exemple avec le Niger, le Mali, le Burkina Faso, un vent contre la France déjà, il faut le rappeler, contre l'impérialisme, mais souvent sont les militaires qui pilotent aujourd'hui ces pays. Pensez-vous aussi que c'est un modèle qui peut
séduire la jeunesse africaine? Évidemment, le modèle du Burkina Faso, le modèle du Niger, du Mali, c'est un modèle, c'est la démocratie d'ailleurs qui doit être adaptée à l'Afrique. Mais ce sont les militaires au pouvoir, les militaires. Et la Guinée aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est voilà. Les militaires qui sont au pouvoir et pour la plupart, par exemple du côté malien, il a l'air de ne plus aussi lâcher. Bon, le président malien, j'avais suivi, il a revu la constitution pour 5 ans. Ouais. Mais plutôt, il a prévu les élections. Okay. Il a prévu les élections auxquelles il sera aussi candidat. Okay. Alors, il ne faudrait pas dire qu'il va se pérenniser. Non, il semble, j'avais dit, selon les allées, parce que c'est un militaire qui est venu, j'organise les élections et puis je pars. Après un moment, il dit, plus de partis politiques. Et un moment, il dit, on revoit dans 5 ans. Tu vois? Ce sont des tentatives qui montrent que, attention, le maire, il veut quand même rester aussi. Tout à fait. Ce sont des choses que nous craignons dans la démocratie africaine. Oui. C'est toujours de vouloir se pérenniser au pouvoir. Alors qu'il y a d'autres aussi qui ont des bonnes idées, qui ont des bonnes pensées pour pouvoir faire avancer les choses dans le pays. Parce que les bonnes idées ne sont pas seulement logées dans une seule tête. Tout à fait. Les idées sont éparpillées dans nous tous, dans plusieurs têtes en fait. Lorsque une nouvelle tête passe à la tête du pays, ça veut dire qu'il y a un changement parce qu'il va amener aussi quand même une ligne, une nouvelle méthode dans la gestion des affaires publiques. Alors, cette manière de faire, comme vous l'avez dit, moi je dirais qu'elle n'est pas bonne. Vous avez commencé par souhaiter quand même, oui, vous parliez du modèle burkinabé. Oui, le modèle burkinabé, pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous voyez la façon dont Ibrahim est en train de gérer le Burkina Faso, il est vraiment proche de la population. Très très proche de la population et il fait les œuvres, il réalise, il est dans le social, il sécurise, donc il est lutte partout et il fait rapport à la population, bien qu'étant militaire. Mais il ne veut pas s'imposer, créer une dictature dure, une dictature totale. Oui. Mais il est dictateur, Ibrahim Traoré, il est dictateur, mais un dictateur relatif. Donc vous pensez qu'il y a une dictature à encourager? J'encourage sa dictature, pourquoi? Parce qu'il n'est pas dictateur envers sa population ou son peuple, mais il est dictateur envers l'Occident ou bien les tireurs de ficelles. Tout à fait. Ceux qui manipulent, ceux qui interfèrent dans les actions, dans les affaires des États africains pour créer, embrouiller, qu'il n'y ait pas l'avancement et le développement. Voilà, monsieur Jean-Claude Kapita Kayati, je ne sais pas s'il y a un mot de conclusion. On est presque à la fin avant de prendre la rubrique carton. Est-ce que vous pouvez conclure? Ben, moi, je peux conclure que par rapport au procès de Kabila, il n'y a pas d'acharnement politique. C'est un procès qui est équitable et c'est un procès qui est vraiment logique. Parce que le juge ou bien la haute cour militaire n'a pas interdit à la défense de Kabila d'accéder aux audiences, mais plutôt c'est Kabila qui a préféré lui-même de cesser les audiences. Yeah. Alors, ce procès est à saluer parce que c'est un exemple. Et depuis que ce régime est arrivé, on a vu qu'il y a vraiment... Il y a beaucoup de procès. Il y a beaucoup de procès. Des hommes politiques, souvent. Hein? Évidemment. Des dirigeants par rapport au régime précédent. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir d'un véritable état de droit qui est en train de s'instaurer ou de s'installer dans notre pays. Ils sont pour la plupart blanchis. Hein? Non, mais il y a ceux qui sont condamnés, tels qu'Oli Ilunga. Vous connaissez le docteur Oli Ilunga, dans l'affaire Covid. Tout à fait. L'ancien ministre de la Santé. De la Santé. Oui. Et pourtant, il y a eu des détournements dans l'ancien régime, mais on connaît les avec l'ancien ministre de la Santé aussi, dans l'affaire qui concernait, je crois, quelle maladie, Ebola. Il y avait une mauvaise gestion des finances de l'État. Même sous Félix Tshisekedi, il y avait aussi l'affaire de la Santé, toujours avec Covid. Après Oli Ilunga, il y a un ministre IDPS, on va se souvenir de son nom. Mais Oli Ilunga, il est de l'IDPS. C'est lui qui est poursuivi d'ailleurs. Tout à fait. Il est condamné. Mais dans l'ancien régime, on ne l'avait jamais inquiété. Parce que l'affaire avait fait boum. Et c'était à la une des médias, mais on ne l'avait jamais inquiété. Mais avec ce régime, on sent qu'un véritable état de droit est en train de s'installer et de se rassurer dans notre pays. Ok. Voilà, c'est la fin. On va prendre la rubrique carton pour finir avec ce numéro d'ici direct d'aujourd'hui. Monsieur Jean-Claude Kapita, quel est votre carton d'aujourd'hui? Vous l'adressez à qui? J'ai choisi le carton jaune et... Est-ce qu'il y a un carton jaune? Oui, non, bientôt il va afficher. Ah, il est là, le carton est là.
J'ai choisi le carton jaune pour tous ceux qui trahissent, ou bien tous ceux qui ont tendance à vouloir trahir le pays. Okay. Un carton jaune. Ils doivent vraiment tirer attention parce que la République va les dénicher et la République va les mettre dos au mur. Là, je reste mystérieux. Je ne veux pas citer quelqu'un. Voilà. Mais pour tout celui qui a tendance à vouloir trahir le pays, trahir la nation, carton jaune. Parce que la République va vous dénicher et la République va vous mettre le dos au mur. Il faudra plus encore dire non à acharnement politique, chasse aux sorcières. Mais plutôt, il faut reconnaître aussi vos actes, vos faits contre la nation, contre le peuple congolais. Merci à vous, monsieur Jean-Claude Kapeta Kayati. C'est moi que vous remercie, monsieur le journaliste. Allez, c'est la fin de ce numéro ici direct qui revient déjà, c'est lundi avec Regadiana, mais aussi avec d'autres thématiques. Dans 12 minutes, ma montre faisant fort, vous allez suivre la grande édition du journal. Il sera 18h à Kinshasa, 19h à Goma. Au revoir. En tout cas, merci beaucoup.